Bonjour, bonjour à tous. Je pense que le départ, ça y est, a sonné. Ravi de vous retrouver pour échanger sur un sujet critique qui va rapidement arriver, même si on verra tout à l'heure que c'est toujours des choses qui peuvent fluctuer. Le sujet critique dont on va parler ce matin, c'est la fin des cookies tiers. C'est un sujet dont on en parlé maintenant depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui revient tellement qu'on se dit que on sera prêt pour la fin des cookies tiers. Mais là, on commence à être vraiment au pied du mur puisque la fin des cookies tiers est programmée pour l'année prochaine, dans un an maintenant. Et donc, nous allons essayer de voir ce matin comment s'y préparer au mieux. On va attendre quelques secondes si cela vous va. Prenez un petit café. Si vous avez un croissant à côté, n'hésitez pas. Je vois que le nombre de participants arrive et augmente rapidement. On va leur laisser 1 ou 2 minutes et puis on va commencer ensuite cette présentation. Donc, je vous explique la façon dont ça se passe. Je vais vous présenter un certain nombre de choses, on le verra tout à l'heure dans le détail, sur l'agenda. Vous avez plusieurs possibilités. La possibilité, effectivement, c'est le petit chat que vous avez à côté qui vous permet à la fois de dire bonjour et puis en même temps d'échanger avec les participants. Et vous avez en fait un petit module à côté qui est un module question. Et là, je vous invite donc à poser. Voilà, merci Benjamin qui a mis le premier message sur le chat. Donc là, vous devez avoir la petite capsule rouge. Donc ça vous permet effectivement de voir bien où c'est. Et à côté, vous avez un module question qui vous permet de poser des questions. Donc, on va essayer de prendre les questions plutôt à la fin. Je regarderai tout de même de manière assez fréquente s'il y a des questions qui sont vraiment relatives à certaines parties des slides. Ça me permettra d'y répondre en live. Voilà, donc il y aura peut-être un petit mix entre le live et la fin. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qui n'est pas forcément très simple. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à les mettre donc, dans ce petit module. Et puis on y répondra avec plaisir tout à l'heure. Voilà, bah, je vous propose de commencer. Là, je vois qu'il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui sont arrivées. Alors, voilà, je retrouve le petit bouton. Donc, tout d'abord, je suis Alban Pelletier, le CEO d'Andvoice. Pour ceux qui ne connaissent pas Andvoice, on est un opérateur donc de campagne sur le display en programmatique. Et en même temps, j'ai le plaisir d'avoir la coprésidence du CPA, qui est un collectif des acteurs du marketing digital, donc qui regroupe plusieurs dizaines d'adtech et de martech qui permettent justement d'accompagner au mieux les annonceurs. Donc, à ce titre, à ce double titre, on va évoquer aujourd'hui ce que sont les cookies. Quelques mots sur Andvoice, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous, notre job, hein, c'est d'accompagner les annonceurs et les agences dans l'opération des campagnes sur le display programmatique. Et pour le faire, on s'appuie sur une double approche, une approche à la fois de responsabilité. Donc, on essaie effectivement d'avoir la meilleure expérience publicitaire possible pour les internautes et pour les marques. Et en même temps, on s'appuie sur un socle techno qui est assez lourd puisqu'on a développé nous-mêmes notre propre technologie. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le display soit facile justement avec notre solution. Pour rappel, le display aujourd'hui, c'est à peu près 20% du média digital, donc c'est à la fois beaucoup et en même temps peu, comparé au search et aux médias. Et l'idée à travers notre solution, c'est de faire en sorte effectivement que faire du display, ça soit simple, ça soit puissant, ça soit performant. Et on va s'appuyer encore une fois sur cette double approche, l'approche techno et l'approche de respect et de transparence. Voilà, donc c'est la façon dont on va opérer le display chez nous. On va s'appuyer sur un socle techno. Je vais détailler un petit peu parce que c'est un point important justement dans ce qu'on va voir sur la suite, puisque la fin des cookies va demander va demander largement de la techno. Et donc aujourd'hui, en fait, on a plusieurs types d'algorithmes. On va avoir des algorithmes de prédiction d'achat. Donc on va analyser les parcours des internautes pour leur donner un score d'appétence pour vos campagnes, pour vos produits. On va avoir un algorithme de scoring des emplacements publicitaires, savoir s'ils génèrent du rebond, de la performance, etc. Et ensuite, on va avoir les algorithmes d'automatisation du trading lui-même. Donc, on n'a pas de traders chez nous, on n'a pas de gens qui gèrent les campagnes à proprement parler. On a des algorithmes qui vont justement opérer eux-mêmes ces campagnes. Et on verra cette partie techno, cette partie algorithme est véritablement importante puisqu'on va avoir encore plus
de complexité dans la gestion des campagnes dans les prochains mois. Petite promo pour le mapping que l'on a fait il y a quelques semaines. Peut-être que Rim, tu pourras mettre le lien justement dans le chat. Si vous recherchez des partenaires, quels qu'ils soient, on a fait un mapping complet sur les spécialistes en fait de chaque levier publicitaire, permettant justement d'aller chercher autre chose que du search et du social. Et c'est un mapping qu'on a lancé il y a quelques semaines. Il est tout chaud, donc c'est la version 2023. Donc n'hésitez pas à profiter justement de la richesse de l'écosystème français pour pouvoir mieux encore optimiser vos investissements médias pour 2024. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est donc une première partie sur les cookies et la fin des cookies tiers. On va revenir un peu sur des basiques, mais c'est bien de les repositionner pour qu'on soit effectivement tous sur le même niveau en fait de compréhension, et ça nous permettra de mieux mesurer les impacts de sa disparition. On évoquera les alternatives hors Google, puis l'alternative de Google, donc la Privacy Sandbox, et on évoquera ce que l'on fait chez Andbox, qui va permettre en fait de faire une sorte de synthèse de tout ce que l'on verra ce matin. Je regarde l'heure, il est 9h36. Voilà, on devrait donc être ensemble jusqu'à 10h30. Et puis ensuite, vous pourrez bien sûr continuer votre journée qui, j'en suis sûr, est chargée. On mettra une partie Q&A à la fin, donc n'hésitez pas encore une fois à poser les questions dans le petit module questions que vous avez donc en bas. Et puis, on pourra y répondre donc à la fin. Alors, la fin des cookies tiers. C'est vrai que c'est un sujet, comme je le disais en préambule, c'est un sujet que l'on évoque beaucoup, qu'on évoque depuis très longtemps, puisque dès 2019, Google avait annoncé la fin des cookies tiers sur Chromium pour 2022. Donc, on le verra tout à l'heure, il y avait d'autres initiatives avant Google, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que Google, à travers son navigateur Chrome et le module Chromium, représente 60-65% des navigateurs. Lorsque Google annonce la fin des cookies tiers, c'est vraiment la fin des cookies tiers, clairement. Donc ça a été repoussé ensuite à 2023, puis à 2024. On évoquera le dernier planning qui est sorti il y a quelques jours, qui a encore été modifié. Mais vraiment, la volonté a priori de Google, c'est vraiment fin 2024, donc de faire en sorte que les cookies tiers aient disparu sur donc les 2 tiers des navigateurs. Alors, le web aujourd'hui, vous le savez, il est coupé en deux. Il y a d'une part les plateformes, Google, Facebook, Insta, TikTok, Amazon, etc., qui représentent 40% du temps passé sur Internet. Et de l'autre côté, vous avez l'open web, donc ce qu'on met derrière le terme d'open web, ce sont tous les sites médias, les sites communautaires, les sites marchands. Et clairement, le cookie est quand même à la base, en fait, de ce marketing digital. Quand vous êtes sur des plateformes, effectivement, vous pouvez avoir des mesures qui vous permettent en fait d'avoir la totalité de la mesure, mais néanmoins, le cookie tiers est vraiment un élément essentiel de l'ensemble du marketing digital, quelles que soient les plateformes. Il y a, pour schématiser, 3 types de cookies. Les cookies techniques, donc c'est ceux qui vont vous permettre de mesurer l'audience, de suivre les consentements, d'optimiser si vous faites de la personnalisation, par exemple, de certains modules sur votre site, etc. Vous allez voir les cookies first publicitaires, donc qui sont généralement utilisés par les sites médias, qui permettent donc à un éditeur de traquer le comportement d'un internaute sur son site et généralement de créer des segments. Donc, quand vous achetez des segments socio-démos sur un site média, c'est à travers en fait ce cookie first. Et vous avez le cookie tiers, qui est un cookie aussi publicitaire, qui permet d'avoir l'analyse du comportement sur plusieurs sites, de suivre le tracking, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est ça qui est aujourd'hui en fait à la base essentiellement donc du marketing digital. Et donc ce fameux cookie tiers, qui va disparaître, aujourd'hui il sert à énormément de choses, même si ça paraît un petit peu technique sur la dénomination, sur la façon dont il est géré, mais aujourd'hui c'est à la base de l'ensemble de vos campagnes sur le display. Il va permettre non seulement de suivre les gens sur différents sites, donc pas site par site, mais une personne sur différents sites, donc de créer des audiences qui sont des audiences plus importantes, puisque ça permet de combiner justement les internautes du site A et les internautes du site B et de voir quelles sont les personnes qui sont allées et chez l'un et chez l'autre. Et donc ça va permettre en fait d'avoir une masse plus importante, donc de mieux cibler également, puisqu'on va avoir une meilleure maîtrise des comportements, de suivre
les performances, est-ce qu'il y a eu des ventes, est-ce qu'il y a eu des formulaires qui ont été remplis, etc. Et en même temps, de gérer le capping pour éviter qu'un internaute se retrouve effectivement à avoir 30, 40, 50 fois vos bannières. Donc ce petit outil, ce petit cookie est vraiment un élément clé, un élément central de la performance de vos campagnes aujourd'hui. Concrètement, ça c'est ce que l'on fait chez Envoy, c'est pour vous montrer un petit peu comment c'est utilisé chez nous. On va faire une scénarisation publicitaire. Donc on va utiliser différents formats sur différents sites avec différents leviers. Et c'est ce cookie qui permet justement de raconter une histoire à l'internaute. Donc par exemple, on va lui proposer en first touch une vidéo qui va expliquer votre marque, les valeurs de votre marque, etc. Et en fonction, est-ce que cette personne a complété la vidéo? Oui, et bien dans ce cas-là, on enchaînera plutôt sur des bannières qui vont proposer des produits. Si la personne n'a pas visualisé de la totalité de la bannière, on lui proposera une deuxième vidéo, etc., etc. Et en fait, ce que l'on voit avec cet outil, donc qui est le cookie, c'est qu'on peut non seulement mesurer ce qui se passe, mesurer les performances, mais en plus adapter en temps réel la campagne pour faire en sorte effectivement qu'elle soit la plus efficace et en même temps la plus pertinente pour l'utilisateur. Donc c'est vrai que sans ce cookie-là, typiquement, ce schéma disparaît complètement et en plus, on n'aurait pas de tracking sur la partie publicitaire. Alors, la fin des cookies, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est pas simplement quelque chose qui a été initié par Google. Il y a déjà un certain nombre de navigateurs qui ne permettent plus d'être traqués. Pour résumer, on est déjà sur un terrain de jeu de 100%. Aujourd'hui, on est déjà à 50-60% en fait des profils. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des navigateurs qui ont supprimé les cookies tiers, comme Mozilla ou Firefox depuis maintenant quelques années. Safari, c'est depuis 2017. C'est à peu près 30% des navigateurs aujourd'hui. Et vous avez aussi des internautes qui ont installé des adblockers, c'est à peu près aussi 30%. Et donc, vous avez in fine, entre les gens qui utilisent donc des adblockers et des navigateurs sans cookies, voilà, on estime aujourd'hui qu'on est plutôt entre déjà 50 à 60% des profils qui sont utilisables pour la publicité. Donc, on est déjà sur la moitié du terrain de jeu, mais c'est cette seconde moitié du terrain de jeu qui va disparaître avec l'annonce de Google. Alors, sans cookie tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des audiences plus fragmentées, on n'arrive plus à recréer de grands ensembles, on a un ciblage moins précis, parce qu'effectivement, on n'a qu'une partie de l'information, on aura des répétitions qui seront moins contrôlées, parce qu'on ne sait pas si cette personne est vraiment la même personne sur différents sites, et donc on va potentiellement la toucher plusieurs fois. Et bien sûr, on a un tracking des performances qui sera moins précis. Donc voilà ce qui explique la petite moue de cette jeune fille. Clairement, aujourd'hui, sans cookies tiers, sans solution alternative, c'est clairement tout ce que vous faites aujourd'hui qui va être largement modifié et donc le ROI de vos campagnes et donc, in fine aussi, le développement de votre structure, puisque j'imagine que le digital aujourd'hui doit représenter une partie assez importante. Alors, la question c'est est-ce que vous êtes prêts? Donc là, je vais vous détendre tout de suite. En fait, clairement, le marché n'est pas prêt aujourd'hui. Il y a un très bon article de Nicolas James sur Minded qui est sorti là, il y a un mois maintenant et qui mettait justement les pieds dans le plat. Que cela soit sur les professionnels de la publicité, au niveau des agences, au niveau des adtech, au niveau des annonceurs ou des éditeurs, clairement, voilà, le niveau de préparation n'est pas du tout le même et globalement, le marché n'est pas vraiment prêt. Alors, certains vont se dire, bah oui, mais tant qu'on n'a pas de solution, tant qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, est-ce qu'il faut y aller ou pas, le fait est qu'on est dans moins d'une année avant la disparition du cookie tiers. Donc clairement, voilà, il faut commencer à s'en préoccuper parce qu'un an, c'est à la fois beaucoup et très très peu. Si on veut tester un certain nombre d'alternatives, vous allez voir les alternatives, il y en a beaucoup. Si on veut remplacer effectivement ce cookie dans un an et ne pas avoir un impact sur son business, oui, il faut s'en occuper dès maintenant. Donc ne vous inquiétez pas, personne n'est prêt. Mais par contre, le message, c'est allez-y. On en reparlera tout à l'heure. Il faut tester des choses. En tout cas, il faut avoir une très bonne compréhension. Et c'est ce qu'on va essayer de partager en fait aujourd'hui. Alors, il y a deux types d'alternatives.
On a les alternatives proposées par Google à travers la Privacy Sandbox, on l'évoquera tout à l'heure, et il y a les alternatives du marché. Donc en fait, les alternatives qui sont proposées par d'autres acteurs. Vous allez voir, il y en a beaucoup. On les a catégorisées donc en trois parties. Tout ce qui approche user-centric, donc en fait, ce sont les ID, donc les ID déterministes, cross-domain, probabilistes, les approches content-centric et les approches basées sur des cohortes, donc des groupes de personnes, et c'est ce qu'on appelle le SDA. Donc vous allez voir, voilà, donc vous voyez, il y a énormément en fait de solutions complètement différentes, et à l'intérieur en fait de chacune de ces petites boxes, vous allez avoir un certain nombre de partenaires, de prestataires aussi. Donc on va le voir, il y a une multiplication des solutions. Donc c'est pas le manque de solutions qui va être la problématique réelle, je pense, pour vous demain. C'est plutôt justement la façon de gérer ces multiples solutions. On l'évoquera en fin de présentation. Alors, le cookie first. Le cookie first, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je suis un site média ou un groupe de sites médias. Là, j'ai pris par exemple Prisma Media qui détient Et Voici, et Capital et Géo. Aujourd'hui, Prisma peut poser un cookie tiers et agréger justement à travers un cookie first, pardon, et agréger à travers ce cookie first les audiences qui sont sur ces sites. Donc ça, c'est très facile en fait à utiliser. Ça existe depuis très très longtemps maintenant. Ça permet, comme j'évoquais tout à l'heure, de créer des segments socio-démos, des centres d'intérêt, etc. C'est plutôt fiable parce que c'est installé directement en fait par l'éditeur. Ça permet de gérer la répétition. Donc c'est à la fois déjà bien utilisé et en même temps plutôt efficace. La seule problématique pour vous, c'est que cookie first égale un éditeur ou un groupe d'éditeurs, le même groupe. Et donc, si vous devez travailler en fait avec différents médias, ça veut dire qu'il faut avoir une approche gré à gré et qu'il n'y a pas de passerelle entre les différentes campagnes que vous pourriez avoir sur les différents sites. Donc, ce qui pose effectivement non seulement une gestion plus complexe et en même temps un suivi des performances qui est clairement moins bon. Et de toute façon, vous n'aurez pas les ventes puisque le cookie first s'arrête simplement sur les sites éditeurs et vous ne pourrez pas suivre chez vous. Donc c'est une bonne solution plutôt pour le branding. C'est pour ça qu'on retrouve généralement sur des campagnes, en fait, sur des sites médias, des campagnes plutôt vidéo. Et c'est vrai que dans un souci de performance, c'est une solution qui est partielle. Alors, il y a une solution qui a été apportée justement par différentes startups et notamment des startups françaises, First ID par exemple ou Gravity. L'idée est de dire, bah, plutôt que d'avoir un domaine par groupe média, je vais créer en fait un ID sur l'ensemble des groupes médias, ce qui va me permettre effectivement d'agréger plus d'audience. Donc, c'est ce qu'on appelle le cookie first cross domaine. Voilà, donc on a la chance en France d'avoir des sociétés en pointe sur ce sujet, encore une fois, First ID et Gravity. On aura tous les avantages du Cookie First, avec, du coup, par contre, un inventaire plus important, puisque du coup, il va être sur plusieurs domaines. Alors, il y a tout de même en fait des inconvénients. C'est d'une part, bah, ça va dépendre en fait de la taille du réseau de chacun des partenaires. Il faut beaucoup de sites pour avoir en fait quelque chose de global. Potentiellement, chaque partenaire va avoir plusieurs solutions, donc ce qui va être aussi compliqué à gérer. Il va falloir gérer en fait différentes technos. Potentiellement, certaines solutions demandent d'être installées également sur votre site pour pouvoir retrouver en fait ces petits de l'autre côté de l'achat. Donc, on sait bien qu'effectivement, installer une délégation de domaine ou des JavaScript sur les sites d'annonceurs, c'est jamais très très simple. Donc, c'est quand même une certaine barrière. Et après, c'est une approche qui est très nationale. Donc, en gros, pays par pays. Donc, si vous avez effectivement une approche internationale, ça demande d'avoir différentes solutions, une ou deux par pays. Voilà, et donc, ça rend la chose plus complexe. Donc, il y a l'intérêt clair qui est le volume, mais effectivement, c'est une solution qui demande un petit peu de finesse et de complexité, notamment au niveau des installations, puisqu'on est sur de la délégation de domaine. Alors ensuite, on a les ID déterministes. Les ID déterministes, c'est encore plus simple dans le concept. C'est la gestion de la personne à travers le compte qu'elle a pu créer. Donc, si je suis sur un site média ou un site communautaire, je vais créer mon compte et donc je vais m'identifier. Et comme je suis identifié, c'est facile de savoir que c'est vraiment Bertrand ou Céline, puisque du coup, il va y avoir en fait une identification qui va être réelle. Donc là, il y a différents types
solutions sur le marché. Il y a UTIC qui est un rassemblement des opérateurs, des principaux opérateurs en fait européens, donc Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, etc. Donc en gros, vous vous connectez à votre compte Orange, vous êtes donc connecté, on connaît votre adresse, on connaît votre nom, on sait qui vous êtes, donc ça permet une identification assez simple. Et puis on a des ID ouverts, donc type LiveRamp ou The Trade Desk, qui permettent justement d'avoir une volumétrie en fait aussi plus importante. Ça, l'ID déterministe, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est fiable, puisque c'est basé sur la connexion et donc sur la création d'un compte. Ça te permet de gérer différents domaines, différents sites. Et pour un annonceur, c'est assez facile en fait à exploiter. Il y a moins de contraintes qu'un ID cross-domaine qu'on a pu évoquer tout à l'heure. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, à titre personnel, vous devez le voir, vous êtes assez peu connecté à un site média. Forcément, vous êtes connecté à 100% sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, etc. Mais lorsque vous êtes sur le site du Monde, du Figaro, ou de BFM ou de l'IB, c'est assez rare que la première chose que l'on puisse faire, c'est de se connecter. Donc en fait, on va avoir une faiblesse du login sur les sites médias, voilà, qui est entre 10 et 20%. Donc, c'est un des enjeux pour les médias et c'est notamment la raison pour laquelle, lorsque vous allez sur l'équipe, on vous demande si vous voulez répondre, par exemple, à un sondage, de créer un compte. Si vous voulez regarder un replay sur M6 ou sur TF1, il y a encore quelques années, vous pouviez le faire sans être inscrit, c'est terminé. Il faut maintenant avoir un compte, etc., etc. Donc, les médias, de toute façon, vont nous pousser de plus en plus à s'inscrire et donc à créer un compte, ce qui va leur permettre justement d'avoir une base de personnes non pas de 10 à 20%, mais peut-être de 20 à 30%. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, effectivement, il y a quand même aussi une mise en place en fait à avoir, et notamment auprès de l'internaute, qui, à chaque fois qu'il ira sur un site média, voilà, on lui demanderait une inscription. Donc voilà, on verra le taux d'adoption, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le taux d'adoption est relativement modéré. On a eu un projet qui était justement le projet du GEST, donc qui est le syndicat des groupes médias, qui s'appelait Pass Média, et c'était assez intéressant, c'était de dire effectivement, on a le même système de connexion sur les principaux sites médias. Bon, malheureusement, c'est un projet en fait qui a été avorté, puisque si tout le monde est d'accord sur le fait qu'effectivement le concurrent in fine sur la partie publicité digitale, ce sont les GAMA et notamment Google pour les médias. Euh, eh bien, ils ont décidé effectivement que c'était trop compliqué de s'allier. Et c'est un peu la problématique en fait de toutes les associations, c'est que même si sur le fond il y a un intérêt clairement en fait à le faire, dans la forme, la gestion est toujours très compliquée. Et c'est pour ça que je vous proposais de présenter en fait ce cas. Autre possibilité, ce sont les ADI probabilistes. Donc, déterministe, vous êtes connecté à un compte, on sait pertinemment que c'est vous. Probabiliste, probabilité, on va faire un ensemble en fait d'analyses permettant de penser que la personne derrière en fait le navigateur, c'est la personne que l'on estime être la bonne. Donc c'est-à-dire que là, on va utiliser en fait l'analyse des adresses IP, des user agents, on va dire de manière générale. Donc en gros le type de navigateur, l'heure, etc. pour pouvoir identifier en fait un comportement et le rapprocher d'un autre comportement et de dire bah voilà, si ces deux comportements sont très similaires sur des machines similaires, etc., c'est certainement en fait la même personne. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir en fait une identification de l'internaute. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est beaucoup plus large potentiellement. Et donc ça permet d'avoir des audiences beaucoup plus larges. Par contre, la difficulté, c'est que c'est non seulement une forme de ce qu'on appelle le fingerprinting, qui est justement l'analyse en fait d'individus, de profils, de navigateurs. Et on sait ça que c'est peu apprécié en fait de Google. Donc, est-ce que Google permettra toujours en fait de faire ces analyses? C'est une vraie question. Et en même temps, comme c'est de la probabilité, il y a aussi une marge d'erreur. Là où on est sur du déterminisme, on est sûr à 100%. Sur cette partie-là, effectivement, c'est une question de probabilité. Donc, on est sûr entre 0 et 100%. Donc, ce qui est intéressant sur cette approche-là, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus large, plutôt facile en fait à installer, mais par contre, avec une finesse à la fois dans la détermination de la personne et à la fois dans la précision du ciblage qui va être moindre, surtout que pour pouvoir être utilisé, des solutions type ID5,
il va falloir effectivement que vous équipiez aussi de ces outils ou au moins vos partenaires. Et effectivement, il y a un montant, il y a un budget aussi à mettre sur la table. Donc, ce qui est clairement en fait une contrainte pour l'utilisation de ce type de solution. Alors, l'Alliance Digitale, donc, qui est une autre association professionnelle, avait fait un petit résumé que j'ai trouvé très bien, donc je me suis permis de le reprendre. Et donc là, vous voyez effectivement, pour chacune des possibilités, déterministe, probabiliste, hybride, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une utilisation en fait, et du déterminisme et du probabilisme, qui permet effectivement de voir, grosso modo, qui est, on va dire, réellement efficace, réellement simple, résolument en fait compliant avec toutes les obligations que l'on peut avoir en termes de RGPD, etc. Voilà. Et en gros, ce que l'on voit, c'est que c'est pas forcément simple d'avoir une solution. Donc, chacune de ces solutions-là ont des intérêts. Néanmoins, il n'y en a pas une où on se dit, banco, demain matin, je prends ça et je vais pouvoir et avoir de la puissance et avoir de la finesse et ça va être simple et ça va me coûter. Non, ça, on n'est pas sur ce type de solution, donc il va falloir faire des choix. Donc c'est pour ça que c'est important, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, de s'y prendre maintenant. Il faudra certainement, vous, en tant qu'annonceur, faire des tests sur ces différentes solutions. C'est bien pour ça que j'ai mis les différents logos. N'hésitez pas à prendre contact avec ces différentes structures. Et puis, en même temps, vous faire une conviction. Est-ce que ça répond à mon besoin? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Et voilà. Et donc, pour avoir cette conviction-là, il faut faire des tests. Donc, je vous invite à aller contacter donc les différents prestats que j'ai soulignés. Et si besoin, on vous mettra en contact avec eux. Il n'y a aucun problème. Alors, ça, c'est la première partie, c'est tout ce qui est ciblage user-centrique. Donc, je remplace le cookie par une recréation en fait d'un ID user. On voit, il y a différentes couches. Il y a une deuxième famille qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est tout ce qui est ciblage contextuel sémantique. Donc, contextuel, c'est relativement facile. Hein, c'est voilà, je vends par exemple, c'est l'exemple que j'ai sur cette slide-là. Je vends comme Iron des chaussures de running. Je vais sur jogging.com qui parle justement de running, et puis je fais des bannières, de l'habillage, etc. Le ciblage sémantique, ça va être un petit peu plus fin. Ça va être l'utilisation des mots-clés dans un article pour pouvoir sortir donc des thèmes et se dire je vais cibler justement ces thèmes. Donc typiquement, si je prends le même cas, j'ai Iron qui veut faire la publicité sur des gens qui sont intéressés par exemple par le marathon, ils vont pouvoir cibler tous les articles sur un ensemble de sites médias grâce à une analyse sémantique et sur des articles qui vont parler par exemple du marathon de Boston, du marathon de Paris, du marathon de New York, etc. etc. Et donc, ce qui permettra d'avoir en fait une certaine finesse puisqu'on est dans un contexte qui va être cohérent par rapport en fait à l'annonce de la personne. Il y a d'autres types de ciblage. Vous pouvez faire des ciblages audio, des ciblages sur les images. C'est-à-dire, bah voilà, si on est sur des images, par exemple, de mode, ben moi qui vends des articles, par exemple, de mode féminin, je vais pouvoir associer en fait ma publicité à côté. Donc, il y a énormément en fait de types de ciblage sur cette partie-là. La vraie problématique, en fait, c'est pas la facilité à comprendre parce qu'on se dit marathon, Iron, bah oui, effectivement, c'est super simple. Article sur les voitures hybrides, je fais de l'hybride rechargeable, je m'appelle Lexus, c'est facile, je vais faire la publicité. La difficulté, c'est que sur cette approche-là, en fait, il y a peu de contenu réellement intéressant et réellement exploitable pour la partie sémantique. C'est aussi une approche qui est très manuelle, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il va falloir choisir les bons mots-clés. Il va falloir effectivement que l'algorithme sémantique fasse les bonnes analyses. On va plutôt être dans l'intuition. Voilà, je pense que mon champ sémantique, c'est celui-ci, donc je dois aller chercher des mots-clés ou des contextes autour de ça. Mais c'est de l'intuition. Il y a peu de vérification et il n'y a pas de cookie tiers, donc il n'y a pas de tracking de performance. Donc on sera plutôt dans des logiques de branding. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le papier, c'est super intéressant. Et dans certains cas, ça l'est clairement. Mais lorsque vous allez, par exemple, sur des médias, j'ai pris deux exemples, on voit bien que le contenu de la majorité aujourd'hui des médias, ce sont des contenus qui sont assez peu utilisables dans une action publicitaire. Les grèves, les punaises, les guerres, les crimes, les disparitions, les accidents, les inondations en ce moment, etc., etc. Tout ça, ce sont des contenus qui sont les contenus qui sont portés justement en page d'accueil, qui regroupent le plus justement de contenu et de profondeur de contenu. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça lorsqu'on est un annonceur? C'est très compliqué effectivement d'y être associé, puisqu'en plus on est plutôt
dans un champ lexical négatif, voilà, vous le voyez aujourd'hui, hein, c'est sûr que l'actu, quand vous regardez le JT, vous ressortez pas en vous disant waouh, c'est la fête. Et donc c'est ça la difficulté en fait pour un annonceur, c'est de pouvoir s'associer à des contenus qui sont vraiment ceux qui peuvent en fait l'intéresser. Et donc là, on sera déjà sur moins de contenu parce qu'il va y avoir en fait moins de sites. Et donc on va avoir aussi un problème de volume. Dernière approche, c'est ce qu'on appelle le SDA. Donc c'est la possibilité de créer des groupes en fait de personnes, ce qu'on appelle des cohortes, et effectivement de dire voilà, ce n'est plus une personne, mais c'est un rassemblement, un groupe en fait de personnes ayant le même centre d'intérêt. Donc c'est une approche qui vient de l'IAB aux US. C'est un projet qui a été créé en 2020. C'est le projet REARC. C'est bientôt testable sur DV360, donc à l'intérieur effectivement de Google. Donc Google commence à s'emparer aussi de cette approche-là. Donc on peut espérer qu'il y ait aussi le développement de cette approche-là. Donc là, ça veut dire que au niveau en fait de la partie vente, donc ceux qui vendent les espaces, on va avoir la possibilité pour les DMP, pour les éditeurs, de créer ses propres groupes à travers en fait l'analyse de leur audience. Et donc du côté de l'achat, donc les annonceurs et les agences ou les DSP, ça va être la capacité, donc du coup, un petit peu comme des segments, de pouvoir aller chercher des gens qui sont justement dans des groupes qui sont intéressants pour eux. Donc, si je suis justement Iron, je vais pouvoir acheter un groupe qui a été créé par l'éditeur qui permet de mettre toutes les personnes qui sont intéressées sur le contenu, par exemple course à pied, parce qu'effectivement, je vais prendre les mots-clés dans l'article et à chaque fois qu'une personne ira sur un article avec le mot-clé marathon, course à pied, etc., je vais le mettre dans ce groupe-là. Donc ça, c'est intéressant. C'est une approche en fait qui est différente. Voilà, ça demande une adoption et c'est encore une approche différente. Et donc c'est toute la difficulté en fait de ces solutions-là, c'est qu'on est sur vraiment un millefeuille de solutions. Donc beaucoup de solutions intéressantes, clairement. On le voit, elles vont toutes toucher entre 5, 10, 20%. Et donc là, on a un certain nombre en fait, d'analyses qui vont être sorties justement sur la puissance des ID, notamment. On l'évoque beaucoup chez Envoice avec certains partenaires SSP. Et on voit effectivement qu'il y a quand même la difficulté, c'est la fragmentation des audiences. Là où vous pouviez adresser des millions ou des dizaines de millions de personnes, aujourd'hui, en fait, il va y avoir plein de petits groupes. Et toute la difficulté, ça va être de rassembler justement ces petits groupes-là. Donc là, on était sur la partie alternative hors Google. Et donc cette partie-là que l'on va aborder, c'est justement les API proposées par Google. Donc je ne sais pas si vous êtes au fait de tout cela. Vous allez voir, il y a énormément de choses aussi. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir s'y confronter et avoir donc là aussi la possibilité de tester. Google les cookies tiers, hein, rappel, donc 2019, j'arrête en tant que Google les cookies tiers sur Chromium. Donc Chromium, c'est à la fois Chrome, mais aussi c'est le navigateur Edge que Microsoft déploie. C'est 65% des navigateurs, donc en gros, c'est 2 tiers des navigateurs. En 2001, donc Google a annoncé l'arrivée des flocks. Le C de flock, en fait, ce sont des cohortes. Donc, c'est un petit peu le SDA qu'on évoquait tout à l'heure. Sauf que plutôt que ce soit l'éditeur qui crée justement ces groupes d'intérêt, c'était Google qui le faisait. Donc, ils ont annoncé effectivement que c'était la solution du futur en janvier 2001. Janvier 2022, ils l'ont arrêté. On avait fait des tests chez AdVoice, il y avait des choses assez intéressantes. Mais effectivement, Google clairement proposait une solution qui était assez peu exploitable par le marché, qui était très contrôlée par Google et qui ne permettait pas facilement à des agences, à des annonceurs, à des DSP de faire des achats. Donc, le remplacement de Flock, ce sont les topics qu'on va évoquer tout à l'heure. Et donc, cet été, les VP de Google ont confirmé le déploiement des API. Donc, aujourd'hui, ces API sont déjà déployés, donc on en parlera tout à l'heure, on peut faire un certain nombre de choses, et ont confirmé donc la fin des cookies tiers pour l'année prochaine. On l'évoquera aussi en fin de présentation. La Privacy Sandbox, c'est une vraie révolution, puisque depuis tout à l'heure, je vous parle de profil, je vous parle d'internautes, je vous parle de personnes. Et donc ça, il faut complètement oublier. La Privacy Sandbox, c'est le navigateur. Donc en gros, on va oublier les personnes qui sont derrière le navigateur pour se focaliser sur le navigateur, donc vraiment ce sur quoi en fait vous naviguez. Et donc chaque device a un navigateur. Donc en gros, la même personne
qui sera sur son mobile, sa tablette ou son PC, on ne raisonnera plus en termes de personnes, mais on va raisonner en termes de navigateurs. Donc potentiellement, si vous avez 3 devices, vous aurez 3 navigateurs ou même 4 navigateurs si vous avez plusieurs navigateurs sur la même machine. Donc ça, c'est une vraie révolution, même d'un point de vue sémantique, mais d'un point de vue même approche, on parle des navigateurs. L'idée derrière ça, c'est de se dire, s'il n'y a plus d'individus, puisqu'on parle de navigateur, il n'y a plus de problème de vie privée, il n'y a plus de problème de privacy. Donc, du coup, in fine, tout le monde est content. Alors, oui, oui et non, parce qu'effectivement, il y a comme une centralisation des données au niveau du navigateur. Donc, c'est comme si vous aviez un petit coffre-fort en fait en haut à droite, où dès que vous faites quelque chose sur Internet, hop, l'information en fait partait dans votre navigateur. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ça va centraliser l'information. On verra tout à l'heure, il y a des possibilités d'exploitation par des tiers de cette information. Mais encore une fois, on est sur un système qui est totalement contrôlé par Google, puisque ce coffre-fort est sur le navigateur de Google et que la seule personne ayant les clés du coffre-fort, c'est Google. Donc, ce qui est sûr, c'est que cette notion de privacy sandbox est véritablement intéressant, mais c'est complètement créé, organisé, géré par Google, voilà, avec tous les biais que cela peut avoir, bien évidemment. Donc l'enjeu pour Google, il est colossal, hein. Il ne faut pas oublier que Google, c'est 290 milliards de dollars en 2022 et que plus de 80% de ces 290 milliards viennent de la publicité. Donc le reste, ça va être le cloud, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque Google décide aussi de changer la perception de la publicité et une partie de son modèle économique, c'est un enjeu qui est très clairement ultra impactant. Google, voilà, sur la partie publicité, c'est 30% de part de marché sur le multi levier et c'est 60 milliards de bénéfices. Voilà, donc vous avez bien lu, 290 milliards de CA, 60 milliards de bénéfices. Donc effectivement, c'est clé pour eux, ils ne peuvent pas se rater. Surtout que Google est dans des positions assez hégémoniques sur à la fois les navigateurs, sur la publicité, sur le search, etc. Vous avez dû voir, il y a un procès historique en ce moment aux États-Unis. Et donc effectivement, il y a une pression assez forte sur Google pour proposer une solution qui soit acceptable par le marché et qui ne renforce pas encore plus ses positions, ce qui mettrait Google dans une situation encore plus inconfortable puisqu'effectivement, le risque, clairement, pour Google actuellement, c'est le démembrement, donc la séparation, en fait, de Google en différents métiers. Alors, ils ont annoncé 3 nouvelles API, Topics, Protected Audience et Attribution API. Et donc, je vous propose, en fait, de traiter les 3. Les topics, l'idée est relativement simple, c'est de dire derrière un navigateur, hein, parce qu'encore une fois, je ne parle plus de profil, je parle de navigateur maintenant. Derrière le navigateur, je vais associer des thèmes. Donc, Google a créé une liste d'à peu près 500 thèmes. On va l'évoquer tout à l'heure. Il y aura certainement plusieurs milliers de thèmes dans les prochaines années. Et Google va attribuer à un internaute donc des thèmes en fonction de sa navigation sur les 3 dernières semaines et va attribuer également aux annonceurs, aux éditeurs. Chaque site aura donc un propre thème qui va être associé en fait à son domaine. Donc si je suis l'équipe, je vais être associé au mot-clé sport. Si je suis Fortuneo à la finance et si je suis Damar à la mode féminine. Donc on a un certain nombre de thèmes disponibles. Aujourd'hui, c'est 3 thèmes, donc un thème par semaine attribué justement donc au navigateur. Il va y en avoir certains aléatoires pour faire du bruit, pour ne pas pouvoir retrouver en fait les personnes et pour que ça bouge. Mais voilà, l'idée c'est que derrière un navigateur, j'ai des thèmes qui sont associés, donc qui vont me permettre en fait de faire un ciblage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement simple en fait à comprendre. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On verra, il y a des possibilités assez intéressantes en termes d'exploitation publicitaire. La difficulté, encore une fois, c'est que Google gère tout. Donc, comment seront attribués les thèmes à un site éditeur, un site annonceur ou à une personne? C'est là où il y a toute la difficulté. Si c'est bien fait, si c'est fin, ça peut être intéressant. Si c'est voilà, si je prends par exemple l'équipe aujourd'hui, l'équipe, le mot-clé de l'équipe, c'est sport. Si vous êtes fan de golf, de pêche ou de ping-pong, vous êtes cartographié comme aimant le sport. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a quand même un manque de finesse. Les topics, il y a 24 grandes catégories que je vous mets là, hein, qui sont disponibles en fait sur les sites de Google. Donc ça va de l'art jusqu'au voyage, en passant effectivement par tout ce qui est électronique, la finance, la maison, etc. Donc on va avoir 24 grandes catégories.
Et derrière ces grandes catégories, j'ai pris l'exemple du shopping, vous allez avoir des sous-catégories et quelquefois des sous-sous-catégories. Donc là, typiquement, j'ai shopping, donc qui a un numéro, là on le voit, le 378. Derrière, je vais avoir en fait des coupons, je vais avoir tout ce qui va être mode pour femmes ou pour enfants ou pour hommes. Et donc, je vais avoir en fait un certain nombre de sous-catégories comme ça. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir se dire, je suis catégorisé. Si je suis par exemple catégorie niveau 3, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus fin que simplement une catégorie 1. Et là, pour répondre à la question en fait de Frédéric, c'est qu'aujourd'hui, les règles d'attribution ne sont pas très claires. Et quand je dis ne sont pas très claires, c'est que c'est complètement opaque. Seul Google sait aujourd'hui comment il attribue soit un internaute, soit un éditeur son thème. Donc voilà, a priori, c'est un mix effectivement de visite, de temps passé, etc. Mais les règles d'attribution ne sont pas claires du tout. Et donc, c'est ça qui rend aussi plus complexe cette partie-là. C'est qu'en gros, on se dit, oui, si c'est bien fait, si c'est fin, ça peut être intéressant, mais on ne connaît pas les règles. Et a priori, voilà, vous connaissez tous Google, c'est pas les champions de la transparence, donc on n'est pas prêt de connaître la secrète sauce de Google sur cette partie-là, parce qu'effectivement, je pense qu'ils ne veulent pas aussi que ça puisse être exploité. Donc ça, c'est l'exemple du shopping. L'exemple de l'auto, voilà, si vous êtes constructeur ou distributeur d'auto, vous allez retrouver en fait auto, voilà, et véhicules plus largement. Et puis là, vous allez retrouver effectivement les coupés, les hybrides. Donc voilà, donc là, si vous regardez, en fait, c'est assez fin. Donc ça, c'est intéressant. Si on va sur la finance, c'est pareil, on va se retrouver sur à la fois les prêts, sur la finance d'investissement, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant. Les tests que l'on a fait montrent qu'il y a assez peu de granularité. Donc aujourd'hui, en fait, quand on regarde l'association à un site, à un user, justement un navigateur, quels sont les thèmes, en fait, l'étude qu'on fait là depuis maintenant plusieurs semaines côté Envoice, c'est qu'on est plutôt sur les premières catégories. Donc ça veut dire qu'en gros, moi voilà, je suis fan de foot, donc je vais avoir sport, j'aime les voitures, je vais avoir voiture, et grosso modo, je vais me retrouver à avoir sport, voiture et business. Qu'est-ce que je fais de tout ça? En fait, j'en fais pas grand-chose parce que du coup, ça manque de finesse. Donc, il y a fort à parier qu'au fur et à mesure, on arrivera à avoir des choses plus granulaires, mais en état de force est de constater qu'au 9 novembre, on a des associations qui sont plutôt niveau 1 et donc qui ne sont pas très intéressantes encore pour le ciblage pour vos campagnes. Bon, je pense que ça évoluera au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a ces topics, vous voyez, c'est un numéro et puis un petit mot-clé. Il y a plusieurs possibilités. J'ai pris l'exemple de Damar, avec qui on travaille maintenant depuis assez longtemps, donc on connaît plutôt bien effectivement le site. Damar aujourd'hui est catalogué par Google comme les vêtements féminins. Donc on retrouve effectivement le topic qui est assez classique. Donc Damar, s'il voulait faire de la publicité sur les topics, il pourrait se dire, bah, puisque je suis catégorisé vêtements féminins, je vais aller chercher toutes les personnes qui ont ce mot-clé-là ou les sites qui ont ce mot-clé-là. C'est bien, sauf que du coup, si tous les sites qui vendent des vêtements féminins font exactement la même chose, vous vous rendez compte qu'entre un Sandro, un Damar, ça n'a rien à voir. Et donc, on va se retrouver effectivement, alors pas Sandro parce que du coup, c'est masculin, mais effectivement, voilà, Zadig ou Voltaire ou, je sais pas, Hermès, on n'aura pas du tout les mêmes cibles. Et donc, ça, on voit bien que ce niveau 1 n'est pas très utilisable. L'intérêt ensuite, c'est de pouvoir se dire, bah, je regarde par rapport à ma cible. J'analyse justement ma cible et je sais que par exemple chez Damar, ils vont aimer tout ce qui est la cuisine, ce qui est du coup le jardinage, toute la généalogie, etc. Donc là, c'est plutôt une analyse des équipes marketing pour dire, voilà, j'ai créé en fait des personas sur ma cible. Je sais qu'en fait les centres d'intérêt sont ceci et donc je vais aller chercher les gens qui ont ces centres d'intérêt là. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est plus fin. Par contre, derrière, on est déjà sur l'intuition marketing. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'analyse sur réellement qui sont les gens qui viennent sur le site. C'est plutôt effectivement des analyses et des études qui sont faites en fait en amont. Donc il y a une vraie question sur l'efficacité. La troisième possibilité, là c'est ce qu'on essaye c'est ce qu'on teste en ce moment chez Envoice, c'est de se dire je vais analyser l'ensemble en fait des individus des navigateurs pardon, se rendant sur le site de Damar et en fait sur chacun des navigateurs je vais regarder quel est le topic réel. Donc là on passe de l'intuition au constaté.
Et donc, on va se retrouver à avoir là des dizaines et des dizaines en fait de mots-clés. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de mapping, c'est de se dire, voilà, par exemple, pour un site comme Damar, quels sont les 10, 15, 20, 30 mots-clés qui statistiquement sont ceux qui sont le plus représentés à un instant T pour pouvoir aller chercher en fait des équivalents. Donc ça, c'est une approche qui est plus intéressante déjà, mais qui demande de l'algo. C'est pour ça que j'insistais sur la couche d'algo en fait en amont qu'on peut avoir chez Envoice. S'il n'y a pas d'algo, vous ne pouvez pas le faire. Et dans tout cas, ça, c'est une approche qui est déjà plus intéressante, qui demande un petit peu plus de ressources, mais qui est déjà plus intéressante. Et plus on aura de la granularité, de la finesse dans les topics, plus on pourra retrouver des petits groupes de personnes et donc aller chercher en fait leur équivalent pour proposer en fait vos produits sur ces groupes. La réalité, c'est qu'il y aura certainement quelque chose d'hybride. Donc, une utilisation en fait des trois approches topiques. Et puis en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est apprendre. Donc, j'insiste encore sur le besoin aussi en techno, parce qu'effectivement, si c'est manuel, ça va être très compliqué. Et là, c'est là où il va falloir faire intervenir le machine learning pour se dire, j'ai différentes approches et je laisse les algos optimiser en fonction en fait des performances de chacune des trois approches. Alors concrètement, ça c'est globalement comment ça peut fonctionner. Concrètement, c'est-à-dire que là, j'ai mes deux premières possibilités. J'ai le topic en fait donc qui est associé à mon nom de domaine, donc typiquement pour Damar, vêtements féminins. Et la deuxième solution, c'est intuitivement, je pense que les topics qui sont associés à ma cible sont ceux-ci. Donc comment ça va se passer? Damar demande à son DSP, donc typiquement Envoice pour Damar, d'aller chercher les gens qui vont avoir les numéros. Parce que je vous rappelle qu'effectivement, à chaque topic est associé un numéro. C'est ce que vous voyez en fait en début. Donc, par exemple, pour les vêtements féminins, c'est le 384. Donc, en gros, dès qu'on va trouver quelqu'un qui a comme thème associé le 384, on va l'acheter. Dès qu'on va avoir une personne qui est allée sur un site ayant le 384, on va l'acheter. Et voilà, ça va permettre en fait de manière automatique d'aller retrouver donc les personnes ayant les topics qui sont intéressants. Donc ça, c'est le mode push. Je vais chercher. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle chez nous le mode pool. C'est en fait, je détermine justement tous les topics qui peuvent être intéressants et dès qu'il y en a un qui passe, je vais créer en fait une sorte de groupe. En fait, je vais les acheter. Donc, en fait, c'est plutôt dans le sens inverse. Et là, on est plutôt dans la troisième approche, l'approche que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'approche en fait d'analyse. Et donc là, on sera sur une partie beaucoup plus automatisée, mais qui permettra effectivement d'aller chercher toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt pour les produits d'Amar parce qu'on a repéré certains topics. Donc cette partie-là demande plus d'énergie, plus de techno, mais certainement plus fine que les deux précédentes. Donc ça, c'est la partie topique. Et ce que j'évitais, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, la difficulté, c'est l'attribution par Google. Et donc, pour répondre à la question d'Edouard là, que je vois, qui fait un peu écho à ça, c'est qu'effectivement, on va avoir Google qui va intégrer en fait des topics, donc qui sont des topics factices et qui vont permettre en fait de faire effectivement du bruit pour éviter qu'on puisse retrouver. Si en fait on a 5 topics qui ne bougent pas pour une personne, ça va être assez facile en fait de le retrouver. Parce que c'est une combinaison de 5 exactement les mêmes, ben, on va pouvoir se dire que c'est la même personne. Quand Google veut intégrer justement du bruit, l'idée c'est de se dire voilà, j'ai 3-4 topics, j'en rajoute un qui va changer, ça va permuter et je n'aurai plus jamais en fait la même combinaison, donc je ne peux plus retrouver la même personne. Donc c'est pour ça qu'il rajoute en fait ce système de bruit. Mais toujours est-il effectivement qu'on ne connaît pas les règles d'attribution, on ne connaît pas bien la façon dont le bruit en fait va être créé. Et donc effectivement là, ça veut dire qu'on fait totalement confiance à Google. Et encore une fois, voilà, il faut faire confiance à Google avec toute la maîtrise et l'énergie que cela demande en termes de contrôle aussi. Et voilà, tout le monde sait qu'une boîte comme Google est assez peu contrôlée. Donc je dirais que la limite en fait de cette approche-là, c'est qu'il faut faire confiance à Google. Voilà, alors qu'on est plutôt dans une période où on va chercher à créer de l'indépendance vis-à-vis de Google. Donc c'est effectivement tout le challenge. Donc ça, c'est sur la partie topic. La deuxième API, c'est la partie Protected Audience. L'idée, c'est encore autre chose. C'est de créer en fait des groupes de personnes au moment de la visite. Donc à la base, c'est ce qu'on appelait Fledge. C'était la solution proposée par Google pour faire du reciblage. Donc ça a assez peu changé depuis le début, même si le nom a changé. L'idée, c'est lorsque une personne est sur votre site,
c'est que vous puissiez créer des groupes dans le navigateur, toujours, la Privacy Sandbox, pour dire bah, cette personne-là, elle est venue acheter. Cette personne-là, elle a acheté ton produit. Donc, je la mets dans le groupe des gens qui sont déjà venus. Je la mets dans le groupe des gens qui ont déjà acheté plus de 3 produits ce mois-ci. Et donc ça, on verra tout à l'heure dans le détail sur la partie reciblage, c'est assez intéressant. Et donc le reciblage tel qu'on connaît aujourd'hui avec un cookie tiers, ça sera bientôt terminé. Et donc ça va passer par cette solution-là. Et en même temps, il y a une autre possibilité, ce sur quoi on travaille en fait chez Envoy, c'est de se dire, bah, ces petits groupes-là, qui sont plutôt destinés en fait à la partie reciblage au début, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et je vais rentrer un peu dans le détail. Alors, le reciblage, c'est relativement simple. Je prends toujours mon exemple d'Amar. Donc, en gros, je vais pouvoir créer autant de groupes que je le souhaite, à visiter le site, à juste mis un produit dans le panier, à acheter un produit, à acheter pour la seconde fois en 30 jours ou à acheter plus de 500 euros. Donc, en fait, on va pouvoir créer des groupes comme ça. Et l'idée, c'est de dire, bah, ensuite, je vais aller chercher toutes les personnes qui sont dans le groupe A, B, C, D pour les faire revenir en fait sur le site. Ce qui ne sera plus possible, c'est de faire du one-to-one. C'est-à-dire qu'en gros, la personne a vu ce produit-là, donc je lui remontre ce produit-là. Puisqu'effectivement, ou alors il faudrait créer un groupe par personne, par navigateur, et ce qui sera complètement ingérable. Donc ça veut dire que la façon de faire du retargeting, ça va certainement évoluer de manière assez claire. Vous aurez un groupe de personnes ayant visité par exemple la catégorie chaussures, et là vous serez plutôt dans une vision de proposer les top produits du moment ou les meilleures affaires ou les produits avec la meilleure promo, etc. Plus que dans je montre une nouvelle fois le panier qui avait été vu par la personne. Donc ça va changer radicalement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez une finesse aussi vous permettant de faire de la feed lorsque vous avez quelqu'un qui est dans le groupe à acheter plus de 3 fois ce mois-ci, ou de faire en fait de la multi-combinaison en fonction de la créativité que vous pouvez apporter à la création de ces groupes-là. Donc là, vous allez retrouver en fait une forme de liberté sur le reciblage, c'était super intéressant. Mais par contre, effectivement, ça a demandé à la fois de l'énergie, du temps et bien sûr de l'investissement aussi global. Donc, ce qui est bien, clairement, c'est que ce type de retargeting, voilà, j'ai acheté un t-shirt, ce t-shirt d'ailleurs, chez Intimissimi il y a un mois et demi. J'en vois encore, je dois être au 3 millième, à la 3 millième bannière en un mois et demi. Ça disparaîtra. Voilà, donc tout ce qui est vraiment border sur le retargeting, la bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'on n'aura plus ce type d'approche-là. Et donc, moi, je reste convaincu que pour et l'annonceur qui ne mesure pas l'impact en fait sur sa marque et pour l'utilisateur qui en a marre de voir 3000 bannières, ben, je pense qu'effectivement, au moins, ça, c'est une bonne chose. La deuxième possibilité, c'est de créer des groupes de prospection. Donc, si vous vous souvenez, je peux créer autant de groupes que je souhaite. Donc, si je prends mon exemple de Damar, on peut très bien se dire, voilà, je crée sur des sites, non pas celui de Damar, mais sur d'autres sites, toutes les personnes qui sont des sites seniors. Toutes les personnes qui sont sur des mots-clés type jardinage, généalogie, parce que je sais effectivement que les gens sur Damar aiment le jardinage ou la généalogie. Donc là, je vais déporter les groupes, non pas sur Damar, mais je vais les déporter en fait sur des éditeurs. Et donc pouvoir faire des sous-groupes chez l'éditeur. Et là, l'idée, c'est de dire, une fois que ces groupes sont remplis, je fais la promotion sur ce groupe-là des produits d'Amar. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça va demander beaucoup de temps, ça va demander de la techno. Ça demande effectivement d'être installé sur les sites éditeurs, parce qu'en fait, seuls les gens qui sont sur les éditeurs peuvent en fait créer ces groupes-là. Mais par contre, ça ouvre aussi des champs entiers de ciblage qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui va se rapprocher de ce qu'on voit tout à l'heure, les SDA, donc ces groupes en fait de personnes, de cohortes, pour pouvoir en fait les retoucher. Donc ça c'est une approche qui est clairement nouvelle, sur laquelle en fait on travaille de notre côté, et je pense qu'il sera très intéressant effectivement dans les prochains mois. Donc c'est ce que j'évoquais, on a besoin d'être installé pour pouvoir créer ces groupes. Ça va valoriser les éditeurs, puisque là d'un seul coup la donnée éditeur donc va du coup être importante, donc ça va les revaloriser. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le marché publicitaire. Il va falloir beaucoup de machine learning pour apprendre, parce que si je crée des dizaines ou des centaines de groupes, un petit peu comme je faisais sur les mots-clés au départ, bah, il faut du machine learning en fait pour pouvoir déterminer ceux qui sont bons et ceux que je dois arrêter. Et en tout cas, c'est une nouvelle façon de faire la publicité que je trouve très intéressante, mais effectivement qui demande un reboot aussi en termes d'état d'esprit sur la façon de faire. Attribution, c'est la troisième en fait API. Ça permet donc de mesurer la performance des campagnes.
Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, les données, d'une part, vont être exploitées en fait au niveau du navigateur, comme j'expliquais. Donc on est sûr effectivement que là, on a l'entièreté des données. On aura la possibilité de gérer du post-click, du post-view, de gérer les transfos, donc de faire de l'attribution sur une vision cross-domaine, cross-device, etc. Parce que tout est géré en fait au niveau du navigateur. Donc ça, c'est quand même super bien. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est Google qui va gérer cette partie-là, c'est Google qui va donner les chiffres. Et donc, du coup, on aura aussi toute la difficulté de confiance dans les chiffres. Mais dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que, a priori, ça permettrait à chaque annonceur de sortir, pour ceux qui le sont encore, du last click, où là, on sait tous, ça apporte en fait un énorme biais et ce n'est qu'une vision très partielle en fait de l'efficacité d'une campagne. Et donc, a priori, avec cette API, ça permettrait donc d'aller chercher quelque chose de plus juste. La difficulté, aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'on ne sait pas ce que Google fournira. Il n'y a pas eu de test réellement fait en fait sur cette partie-là. Donc sur le papier, c'est sympa, mais il faut attendre de voir si c'est réellement efficace. Le planning officiel. Le planning officiel, donc ça c'est le dernier planning qui est sorti donc il y a quelques jours. À partir donc du 1er janvier, vous aurez donc la suppression sur certains navigateurs du cookie tiers. Donc là, on pourra tester, c'est-à-dire qu'on pourra tester pendant 3 trimestres du cookie versus absence de cookie. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut impérativement prévoir dans vos budgets des lignes de test parce que ça vous permettra de voir les performances. On aura la possibilité d'avoir les deux approches, même potentiellement de les combiner et de voir effectivement qu'est-ce qui est plus impactant. À partir donc de mi-T3, trimestre 3, donc voilà, hein, ça va être courant, on va mettre dans l'été, on va se retrouver effectivement à avoir la suppression progressive en fait des cookies tiers. Et donc, avant la fin 2024, plus aucun cookie tiers sur les navigateurs. Donc, ce qui est un peu perturbant, c'est qu'en gros, fin des cookies tiers égale novembre, égale Black Friday, égale Noël. Voilà, donc vous pouvez imaginer effectivement que cette transition n'est pas forcément au meilleur moment, mais en tout cas, c'est le planning qui a été annoncé par Google il y a quelques jours. Alors, il faut rester prudent, puisqu'effectivement, le planning de septembre, c'était 6 mois de transition. Le planning d'octobre, c'est 3 mois, un trimestre en fait de transition. Donc potentiellement, on va avoir des choses qui vont encore évoluer. Emmanuel Gavard de Stratégie a sorti un très bon article il y a quelques jours sur le calendrier. Voilà, donc comme d'habitude chez Google, il y a assez peu de transparence sur ce qui est fait. Typiquement, ce planning-là a évolué, personne n'était au courant, mais il a évolué. Donc potentiellement, ça pourrait aussi encore évoluer d'ici la fin de l'année prochaine. Donc la conclusion sur cette partie alternative, comme on voit, il y a énormément d'alternatives. J'imagine qu'en gros, ça doit être à la fois plus clair pour vous et en même temps pas très clair, parce qu'effectivement, il y a tellement d'alternatives que c'est quand même compliqué de se dire, bah voilà, je vais aller sur cette partie-là et pas sur celle-ci. Donc il va falloir aussi se faire des tests, avoir de l'intuition, puis à la fin se faire une opinion. Le risque tout de même à la fin, c'est que si en gros il n'y a pas de solution simple à vous apporter, c'est qu'en gros tous les annonceurs se disent bon, finalement les 20-25% qui sont sur le cookie tiers aujourd'hui, je les bascule sur Google en mots-clés. Voilà. Bon. En fait, ce ne serait pas la bonne approche parce que d'une part, ça mettrait du coup à mal effectivement tous les médias et donc à la fin la liberté quand même d'expression et de la presse. Mais surtout, ce qu'on entend de tout le monde en ce moment, c'est qu'il y a une forte inflation des CPC, donc une baisse du ROI. Et donc, en gros, le risque, en fait, pour tout le monde, c'est de se dire il y a une concentration encore plus forte chez Google, alors qu'il y a encore plus de concurrence et que les CPC augmentent. Et à la fin, ça va être dévastateur pour vous, annonceurs, et pour le marché, en fait, de la tech. Donc, on a tous intérêt à trouver des solutions. On a 1 an pour trouver des solutions qui vous permettent de retrouver de l'indépendance vis-à-vis de Google et donc de baisser aussi les coûts qui sont chez Google et d'optimiser vos budgets. Et en même temps, à la fois aux éditeurs et puis aux adtech, de pouvoir se développer. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une vraie fracture. Pour moi, c'est une révolution qui est assez proche de la révolution de la publicité digitale. On a 1 an pour le faire. Donc, ce qu'il faut impérativement, c'est que l'on soit tous audacieux. Et donc, ce que je vous propose maintenant, on va le faire en quelques minutes, c'est qu'est-ce qu'on fait chez Envoy. Demain, l'achat pour vous va ressembler à ça. Vous êtes donc annonceur ou agence, vous êtes donc sur la partie droite, vous allez acheter et vous avez en fait à gauche toutes les possibilités. Et donc, sachant que pour
une possibilité, par exemple les ADI probabilistes, vous avez plusieurs solutions. Donc en fait, les flèches représentent le type d'action, le type de flux qui vont pouvoir en fait exister dans moins d'un an. Et là, vous vous retrouvez à avoir une multitude de flux à gérer. Donc l'achat va être plus complexe. Ça va demander pour certaines technologies, comme j'évoquais tout à l'heure, en fait, l'installation de la techno directement chez vous, sur votre site. Et en même temps, les optimisations vont être beaucoup plus compliquées. Donc le véritable problème, c'est ça. C'est que demain, l'achat va être plus compliqué en fait pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive en fait à pallier. Donc voilà, bonne chance, tout d'abord. Et en même temps, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ça, c'est là où en fait, c'est le sujet sur lequel en fait, chez Envoice, on travaille. C'est-à-dire puisqu'on va être sur une fragmentation, des audiences, comment je peux retrouver en fait de la puissance, de la performance et de la simplicité? Et donc, ce sur quoi on travaille, c'est de pouvoir proposer donc aux annonceurs ce qu'on appelle en fait un métabidder, qui permet en fait à travers une solution, donc typiquement celle d'Envoice, d'avoir accès à l'ensemble en fait des flux disponibles de données et à notre charge de développer les différents algorithmes qui vont permettre ensuite d'être mis en compétition pour pouvoir trouver en fait la meilleure source d'achat. Et donc aujourd'hui, nous, on travaille sur un type en fait d'algorithme. Demain, on aura N types d'algorithmes qui vont être en fait confrontés les uns aux autres. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle un métabidder. Donc en fait, chaque algorithme va apporter un résultat et à un moment, il y aura un choix qui sera fait. Et tout ça en moins de 50 millisecondes, puisqu'en publicité, vous devez, entre le moment où vous propose une bannière ou une vidéo ou n'importe quel format publicitaire et la réponse, il y a 50 millisecondes. Donc tout l'enjeu pour le marché et pour nous, c'est d'avoir en fait cet ensemble d'algo qui permet de trouver la meilleure solution à un instant T pour pouvoir répondre en fait à la problématique de la marque. Donc c'est ce sur quoi en fait on travaille et on a 6 mois pour le faire. Donc l'idée derrière ça, c'est de retrouver de la puissance, du reach, retrouver de la performance, de pouvoir avoir les meilleures solutions possibles pour la campagne, de la simplicité, qui sera certainement le mot-clé en 2024, la simplicité, et en même temps de contrôler la présence de la marque, la brand safety, pour faire en sorte effectivement que vous sachiez exactement où votre marque est installée. Donc c'est un projet qui est très, 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 très vaste, puisqu'effectivement aujourd'hui, clairement, ce type d'approche n'existe pas. Et en fait, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est un groupe de bêta-testeurs. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui. L'idée, c'est d'embarquer en fait 10 marques avec nous sur 6 mois pour pouvoir tester en fait l'ensemble des combinaisons, l'ensemble en fait des flux, d'avoir des échanges entre nous donc avec ce groupe fermé tous les mois et de pouvoir tester justement l'ensemble de ces solutions et pouvoir se dire en fin de trimestre, voilà, pour ma marque, je pense que c'est cette partie-là ou cette partie-là en fait qui fonctionne le mieux. Donc, si ça vous intéresse en fait d'apprendre sur toutes ces alternatives, voilà, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Et on crée un groupe comme ça de bêta-testeurs. On a déjà, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a quelques jours. On a déjà trois annonceurs qui ont clairement besoin de mieux maîtriser ce sujet-là et donc vont avec nous pouvoir tester toutes ces solutions-là. Voilà, j'espère avoir pu vous présenter de manière assez claire les différentes alternatives, qu'elles soient du marché ou qu'elles soient donc de Google. Vous le voyez, ça ne sera pas forcément plus simple, ça sera plus intéressant, ça sera plus challengeant. Il faudra certainement plus de jus de cerveau, comme je dis souvent, mais in fine, ça apportera aussi des solutions complètement nouvelles en fait aux annonceurs. Mais aujourd'hui, c'est sûr que chacun attend un peu en se disant, bah oui, ça va arriver, il y aura des trucs qui seront prêts. Voilà, ça c'est le mauvais calcul, parce qu'effectivement, si tout le monde se lance en testant au mois de septembre 2024, alors qu'en plus il y a le Black Friday dans la foulée, et que du coup il n'y a pas des solutions qui ont déjà en fait été trouvées pour votre marque, parce que chaque marque, je pense, aura aussi des approches complètement différentes. Très clairement, ça va être un énorme challenge, et surtout pour faire vos budgets 2025, ça va être très compliqué. Donc ma recommandation, clairement, c'est ce que j'évoque tout à l'heure. Tester, voilà, tester. Je vous ai mis la liste en fait des différents partenaires. Donc si vous voulez rejoindre le groupe de bêta-testeurs chez nous, très bien. Si vous voulez travailler directement avec les solutions, très bien aussi. Tester, tester, tester. Vous avez mon email.
Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions un peu plus tard, n'hésitez pas. Et peut-être qu'il y a des questions dès maintenant. Je regarde. Ouais, je pense que les quelques questions que l'on avait tout à l'heure, on a pu y répondre. Je vous laisse peut-être quelques secondes si jamais il y a des questions. Si c'est bon pour vous, aucun problème. Et voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter. On fait beaucoup de justement de présentations. Encore une fois, le mot-clé, c'est de pouvoir faire en sorte que chacun appréhende ce sujet-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et avec plaisir, je pourrais y répondre. Voilà, pas énormément de questions. Apparemment, c'était super clair. Je le vois dans les feedbacks. Donc, si c'est très clair, bah, écoutez, ravi. N'hésitez pas donc à me contacter. On vous enverra donc cette présentation et puis en même temps le replay, donc vous pourrez le revoir tranquillement, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. Vous allez recevoir cet après-midi, et donc avec plaisir si vous avez des questions. Et je vous souhaite une très bonne journée sur ces derniers mots. Et merci de. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de remerciements. Donc ravi que c'est pu vous permettre de mieux comprendre en fait cette révolution à venir. Merci beaucoup et bonne journée à tous.